Bonsoir chers téléspectateurs, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Nous sommes heureux de vous retrouver. L'actualité ce soir, c'est l'épisode de sécheresse qui frappe la France, menace les rendements agricoles et met en relief le manque cruel d'eau. On voit la taille de la crevasse aujourd'hui, la profondeur. On peut mettre sa main dedans. Il y a des choses qui sont perdues qui ne pourront pas être attrapées. C'est quand même compliqué pour beaucoup d'agriculteurs, quoi. Va-t-on devoir se rationner en eau en France, changer de modèle agricole ou reconsidérer l'urbanisation du territoire? Est-ce l'urgence? Nous en débattrons ce soir avant de retrouver Xavier Mauduit et Alix Van P en fin d'émission. Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Elisabeth. Quel est votre programme? Bonsoir tous les deux. En Afghanistan, les talibans poursuivent leur politique contre les femmes. La dernière mesure en date est l'obligation de la burqa. Vous savez, le voile intégral dans l'espace public. Et pourtant, l'histoire afghane est écrite par des héroïnes. Je vous parle de Malala, la Jeanne d'Arc afghane. Et vous, Alix? Eh bien, ce soir, je vous raconte une querelle d'artistes. Avec d'un côté un grand artiste italien, de l'autre un sculpteur français travailleur de l'ombre qui a décidé lui aussi d'entrer dans la lumière, vous allez voir. Je vois de qui vous voulez parler. À tout à l'heure. Pour commencer, nous sommes heureux de recevoir un gars qui n'aime pas tellement l'eau, car il descend du poète François Villon et de l'écrivain Charles Bukowski. Hervé, écrivain vivant dans la rue, qui se désigne lui-même clochard alcoolo tobacco, publie ses mémoires. Elles sont terribles et râpeuses et douces. Son livre s'intitule Écriture carnassière. Nous en parlons dans un instant. Voici le programme, c'est dans 28 minutes et c'est maintenant. Bonsoir, monsieur Hervé. Bonsoir. Hervé, je vous présente Nadia. Bonsoir dame. à vous. Bonsoir Nadia. Bonsoir, et je vous Elisabeth. présente Vincent Trémollet-Villers, Bonsoir Nadia et Vincent. qui, outre d'être tête télégénique, est le directeur délégué de la rédaction du Figaro, le quotidien Le Figaro. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, s'il vous plaît, ça vous pose un homme. Hervé, vous faites paraître votre premier ouvrage, des mémoires, peut-être un récit autobiographique et presque testamentaire, chez Maurice Nadeau. Bel éditeur qui a découvert Thomas Bernard et Houellebecq, Entre autres, et Georges ouais. Perec, entre autres. C'est pas mal comme maison d'édition, c'était un génie. Une question avant qu'on découvre un peu plus qui vous êtes, l'homme qui vit au ras du bitume, comme vous le dites vous-même. C'est sur Twitter que vous avez un compte que vos éditrices vous ont découvert, parce qu'il n'y avait aucun autre moyen qu'elles vous connaissent. La genèse, en fait, c'est Guy compte. Berenbaum qui fait la préface, Oui. que j'ai rencontré il y a Un journaliste, Ouais. éditeur. plus de 15 ans maintenant. Ouais. Quand, moi, à chaque fois, je dis 10 ans, mais en fait, Guy... Ça fait 10 ans. bientôt, ouais. C'est en 2008, et j'ai assisté à une séance dédicace d'un de ses livres, et puis je lui ai chuchoté à l'oreille dans la librairie que moi aussi j'écrivais. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Semble-t-il, puisque... Et il m'a Voilà, toujours résultat. encouragé à écrire. Ouais. Euh, Dans des petits carnets. voilà. Moi, je suis au ras du sol, hein, comme vous l'avez dit Clochard, tout à l'heure. vous dites. Oui, clochard au ras du sol. Et moi, j'observe le monde de mon petit bout de trottoir et à mon petit niveau. Et puis, je passais mon temps à écrire. Je vous propose qu'on regarde un portrait de vous qu'a fait Gaël Legras, l'ami Gaël Legras, et puis qu'on en reparle ensemble. Avec après. plaisir, ouais. Voici votre portrait, Hervé. Une enfance, la rue, écrire, c'est la règle de 3 d'Hervé. Il a vécu, écrit-il, une enfance qui n'en a pas été une. Né du côté de Valenciennes en 1972, il est placé en famille d'accueil, puis, encore bébé, il est confié à un foyer de la DAS, le château du Mauviard, à Artres, dans le département du Nord. Une éducatrice me le confiera plus tard à demi-mot. On m'a retiré à ma génitrice qui n'avait fait que me véler. Pour elle, je n'étais rien qu'une boule humaine insignifiante, révèle-t-il encore dans son livre Écriture carnassière. Petit, à Artres, loin des enfants et des encadrants, il se cache dans le parc pour rêver ou pleurer. À l'âge de 12 ans, il est convoqué par une juge. Pour la première fois, il rencontre sa mère qui souhaite le récupérer. Mon foyer, c'est la DAS, je ne vous connais pas, dit-il. Dans son livre, il ajoute aujourd'hui « Elle pue, cette petite grosse qui déboule au bout de 12 ans ». Majeur, bac en poche, il doit quitter la structure et se retrouve sans repère. Tu n'es qu'asocial et tu deviens un asocial. Depuis plus de 20 ans, Hervé vit dans la rue. En février 2000, il dort entre 2 voitures à l'abri du vent et 2 hommes en costume lui cassent la mâchoire, lui assènent des coups de pied dans les côtes en hurlant « sale clodo ». Dans son livre, Hervé évoque la violence de la rue, mais il parle aussi de Claire, cette femme dont il tombe amoureux et avec laquelle il a aujourd'hui 2 enfants qu'il surnomme ses 2 poumons. Même s'il ne vit pas avec Claire et ses 2 filles, il les voit toujours et écrit « J'ai quitté la mère de mes enfants parce que j'avais peur de moi, j'avais peur pour elle, je n'étais pas à la hauteur, je me sentais minable ».
Écrire l'aide à canaliser ce qu'il appelle sa sourde colère. Depuis plusieurs années, il communique sur Twitter, mais remplit aussi des carnets, réflexions, anecdotes, souvenirs, tout ce qui lui permet de se sentir mieux. En 2008, il rencontre Guy Birenbaum à l'occasion d'une signature de l'écrivain et journaliste dans une librairie parisienne. En discutant avec lui, le projet d'un livre naît. Aujourd'hui, dans Écriture carnassière, en évoquant ses 2 filles, ses 2 poumons, il confie « Je voudrais qu'elles sachent qui était leur père, l'enfant insouciant et non aimé qu'il a été, ce môme qui n'a pas connu une vie de famille et ne sait pas en construire une. » C'est vous? Waouh, quel résumé. Hervé. C'est fulgurant, mais c'est tout. Enfin, en fait, je me rends compte à quel point vous avez décortiqué le livre. Oui, on l'a lu. Parce que non, mais décortiqué, parce que c'est exactement ça en fait, vraiment. Là, j'ai pas de mots. C'est beaucoup trop d'émotions pour moi, mais c'est tout à fait ça. C'est vraiment ça. C'est un livre pour vos 2 filles. C'est presque une offrande poumons, ouais. pour vos 2 petits poumons. C'est une offrande presque testamentaire où vous leur dites toute votre fragilité, mais aussi tout votre amour. C'est bien ça, ce livre. Puis leur expliquer mon absence, mon errance. Oui, votre errance. Votre désamour de vous-même. Il y a des phrases terribles, Hervé, dans ce livre. Par exemple, vous dites au final « Je ne me voulais pas ». C'est... Ouais. Ben, parce qu'on n'est pas... On s'aime pas. Oui. Vous écrivez « Je me déteste, je me fripe ». Bah oui, parce que je suis à la hauteur de rien, en fait. Et en fait, ce livre est une libération. Ça veut dire que j'ai réussi quelque chose. C'était quelque chose que je voulais vraiment au fond de moi, et j'y suis parvenu. Et là, je suis très heureux. Oui. Mais à l'intérieur de cet objectif, de cette réalisation, bah, y a toutes mes peines, toutes mes souffrances, toutes les lacunes, tous mes manquements, mes lacunes, exactement aussi, lacunes. Je suis pas sûr que je me demande si dans le livre j'ai mis le mot lacune. J'aurais dû. Vous avez mis beaucoup de choses parce qu'en plus vous êtes d'une intransigeance vis-à-vis de vous-même terrible. Ben oui, parce que j'ai fait du mal. Je me fais du mal à moi-même et puis en même temps, avec mes consommations excessives, etc. Depuis l'âge de 13 ans. Autodestructives. Et puis, donc du coup, forcément, mon entourage en subit les conséquences. Pourtant, beaucoup de gens vous aiment. Hein. De Hassan, le bistrotier, à vos éditrices, à Guy Birenbaum, il y a quand même un cercle d'amour autour de vous et de sympathie. Ouais, parce que je m'intéresse aussi aux gens. Oui. Je ne suis pas quelqu'un de renfermé sur moi-même. Je ne suis pas le clochard dans son coin qui se défonce et qui en a rien à foutre du monde. Moi, le monde m'intéresse. J'écoute la radio en permanence, par exemple, les médias, etc. J'ai envie de savoir ce qui se passe dans le monde. Mon monde ne se suffit pas à mon petit bout de trottoir, finalement. Votre bureau. J'ai envie de comprendre le monde, parce que même s'il tourne sans moi, je veux continuer à tourner avec lui. Votre livre, Hervé, montre aussi un style dans l'écriture. Et donc, moi, je me suis posé la question, cette écriture comme une nécessité, vous avez dit presque comme une rédemption, ça venait d'où? C'est des livres que vous avez lus? C'est des chansons que vous avez entendues? Pourquoi c'est par le stylo que vous vous êtes dit je vais sortir de ce qui me peine et ce qui me fait souffrir? Ma curiosité culturelle, ça veut dire, moi, j'adore lire. Je pourrais vous citer 1000 auteurs. Et si vous en citiez un qui vous a inspiré? Bukowski, forcément. La dive bouteille. Forcément, et puis... L'humour. Ouais, non, je pourrais en citer 1000, vraiment, Bukowski, mais après, il y a aussi Fante, Brinks. John Fante. J'ai découvert André Brinks, écrivain sud-africain qui m'a passionné. Les gens vous offrent des livres dans la rue? Ouais, beaucoup. Oui. Parce qu'ils me voient lire. Ben oui. Donc ils disent, tiens, j'ai un bouquin, et par curiosité, je vais le lire, et puis après, j'aime ou j'aime pas, peu importe. Mais c'est la démarche de lire, déjà. Parce que dans la rue, le temps est très, très long. C'est ce que vous écrivez. Vous vous levez à 4 h du matin, vous réveillez à 4 h. Il faut bien tuer le temps. Donc, lire, écrire, prendre un petit carnet, et puis noter juste
Une petite phrase, un petit truc. Tout à l'heure, j'étais dans le métro, dans le RER, et une petite anecdote comme ça. Ouais. Et je l'ai noté dans mon carnet, parce que je me suis dit, il faut... Parce qu'il y a un deuxième livre qui arrive. Non, mais c'est une anecdote comme ça que je vais balancer. Et après, on va parler de l'aide sociale à l'enfance. Racontez l'anecdote. Ouais, non, c'est juste dans le RER, le robot du RER qui dit que le métro ne desservira pas toutes les gares jusqu'à d'Enfer-Rochereau. Et la dame qui conduit le RER dit non, le robot, il raconte des conneries. Et on va desservir toutes les gares, vous inquiétez pas, commence à me casser les pieds, ce robot. Et moi, j'ai trouvé ça drôle. Donc, je l'ai noté, parce que je me suis dit, bon, ça fera un tweet. Ça fera pas un... Ça fera un tweet, croise-pattes, c'est le nom du groupe. Voilà, ça fera un tweet. Hervé, on va parler avec Nadia de l'aide sociale à l'enfance, de votre temps et aujourd'hui. Oui, parce que vous connaissez bien sûr ce chiffre parfaitement terrible. Aujourd'hui en France, 1 sans-abri sur 4 est un ancien enfant placé. Si on en est là, si ce bilan est aussi désastreux, c'est parce qu'on a très longtemps pratiqué ce qu'on appelle les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance, donc anciennement la DAS. Sorties sèches, effectivement. Et c'est un système qui fait que dès le jour de leurs 18 ans, ces jeunes, ils doivent immédiatement quitter soit leur foyer, soit leur famille d'accueil. Ils sont littéralement jetés à la rue. Alors ça vient tout juste de changer, en tout cas un petit peu. Il y a une loi qui a été adoptée en février dernier qui reconnaît le droit à la prise en charge de l'aide sociale à l'enfance pour les majeurs de moins de 21 ans s'ils n'ont ni ressources, ni soutien, ni proches. Est-ce que ça va assez loin? Est-ce qu'on protège assez? Est-ce qu'on accompagne assez ces enfants de l'aide sociale et ces enfants de la DAS d'abord? Non, moi je vois régulièrement dans la rue des mômes qui ont moins de 25 ans, qui sortent de ce qu'on appelle l'ASE aujourd'hui. Moi, à l'époque, ça s'appelait la DAS. Ils sont démunis, on n'a pas de repères. Ouais. Je dis on parce que je m'inclus, parce que moi, ça a été mon cas. On n'a pas de repères. On n'a pas eu, je ne vais pas dire un chemin tout tracé, mais voilà, on arrive là et on se retrouve dehors. Et après, qu'est-ce qui se passe? Donc là, par exemple, il n'y a pas très longtemps, il y a un môme qui est mort dans un camping. On l'a placé dans un camping et on l'a retrouvé mort. C'est complètement... Hervé, le temps nous est compté. Oui. Chat sauvage sans griffes, comme vous dites de vous-même. Je veux juste lire 2 lignes, voilà, de votre ouvrage, de votre superbe livre, avant qu'on vous remercie. Je fripe, je suis tragique, je caresse la barbe qui cache ma misère un moment. Les cales au creux des mains, la peau fripée par-dessus, putain de destin, je me déteste, je fripe. Voilà, c'est Hervé, sans H, aux éditions prestigieuses Maurice Nadeau, dans la collection Avif, écriture carnassière. Merci d'être venu nous parler de vous. Et puis, j'annonce que Morsure de nuit, que vous êtes en train d'écrire dans vos petits carnets, dans votre bureau, dans la rue, eh bien, sortira sans doute d'ici 1 an ou 2, chez Maurice Nadeau aussi. Merci Hervé d'être venu. Mais merci pour votre accueil. Sur Arte. Et Hervé, c'est l'anagramme de rêve, votre prénom. Aussi. On passe, Hervé, et vous tous, on passe à notre débat sur les implications de la sécheresse qui touche déjà 15 départements en France, 10 ayant dépassé le seuil d'alerte. Les agriculteurs redoutent des pertes records face au réchauffement climatique qui verra se multiplier les épisodes de stress hydrique. Comment repenser l'agriculture et les villes? Doit-on rationner l'eau quand la maison et la grange brûlent? Faut-il FISA, une planification écologique, comme l'annonce Emmanuel Macron? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Le mercure va encore grimper comme un mois de juillet, jusqu'à 30 degrés à Clermont-Ferrand ou Lyon, plus de 25 degrés dans le nord. Cet épisode de chaleur accentue les risques de sécheresse, car la France manque d'eau. Cette carte de l'humidité des sols vire même au rouge. Il n'y a pas eu assez de pluie cet hiver pour recharger les nappes phréatiques. Résultat, dans beaucoup de régions, les sols ont soif. Les cultures actuellement en pleine croissance sont les premières à souffrir de ce déficit de précipitation et de la chaleur. On voit la taille de la crevasse aujourd'hui, la profondeur. On peut mettre sa main dedans. Il y a des choses qui sont perdues qui ne pourront pas être attrapées. C'est quand même compliqué pour beaucoup d'agriculteurs. Le monde agricole s'inquiète car il est très gourmand en eau. À lui seul, il capterait 80% de l'eau douce disponible. Que ce soit pour l'élevage, le maraîchage ou la production de céréales, les agriculteurs irriguent à partir de cours d'eau et construisent d'immenses bassins. Récolter les eaux de pluie, a priori une bonne idée, mais des défenseurs de l'environnement estiment que cela empêche les nappes phréatiques de se remplir. En mars dernier, ils manifestaient dans les Deux-Sèvres contre un nouveau projet.
Cette future bassine est destinée à 6 exploitations. On est dans une logique finalement d'augmentation de la pression sur la ressource en eau, alors qu'on voit bien que le milieu ne peut pas l'accepter aujourd'hui. Alors comment préserver la ressource en eau? L'agriculture, mais aussi l'industrie du textile ou encore la filière nucléaire doivent-elles limiter leur importante consommation? Faut-il à terme changer de modèle pour réduire le gaspillage? Comment s'assurer qu'il y aura toujours de l'eau au robinet? Eh oui, c'est une bonne question. 3 invités pour y répondre et explorer ce thème des sécheresses et du stress hydrique. Emma Aziza, vous êtes hydrologue et vous êtes la présidente et fondatrice de Mayan, un centre de recherche appliqué sur l'adaptation face au changement climatique. Selon vous, il va falloir repenser le système agricole qui n'est pas viable à long terme tel qu'il est. Et il faudra travailler aussi sur les villes. C'est un ensemble qu'il faut repenser relativement rapidement, voire très rapidement. Alors justement, un agriculteur, vous en avez un à côté de vous. Joël Limousin, bonsoir. Vous êtes céréalier, bonsoir. Vous êtes éleveur, n'est-ce pas? Mais aussi céréalier oui, les deux. Tout à fait. Voilà. Et vous êtes vice-président de la FNSEA en charge de la gestion des risques climatiques et sanitaires. Vous êtes dans quel département? La Vendée. La Vendée. Et selon vous, il faut récupérer l'eau avec des systèmes de barrage, parmi eux. L'irrigation est nécessaire, elle maintient la biodiversité et assure la sécurisation économique des agriculteurs. Et à côté de vous, Lucille Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente du think tank La Fabrique écologique. Vous estimez qu'il faut dorénavant considérer l'eau comme une ressource rare, alors qu'on l'envisageait comme une ressource gratuite et abondante jusqu'à présent. Cette idée de rationnement a le mérite de lui donner une valeur et de mettre l'accent sur l'urgence de la question. Alors justement, le chiffre du jour, Vincent? Oui, c'est 15, Elisabeth. Depuis hier, 15 départements sont en France en alerte sécheresse et subissent des restrictions dans l'usage de l'eau. Et 10 de ces départements ont déjà dépassé le seuil d'alerte. Alors Emma Aziza, ma question est toute simple. Qu'est-ce qu'une sécheresse? C'est quoi? Il pleut plus, les rivières sont à sec, la terre aussi. Comment on la définit? Il y a plusieurs formes de sécheresse. Il y a la sécheresse qui vient de l'absence de pluie, donc au niveau atmosphérique. Vous avez la sécheresse des sols, et puis vous avez la sécheresse au niveau des nappes et derrière des cours d'eau qui vont s'assécher. Donc on a 3 niveaux de sécheresse. Les uns et les autres sont finalement très enchevêtrés, j'ai envie de dire. Et donc c'est souvent un effet domino. L'absence de pluie va conduire en général à une sécheresse des sols, et ensuite il va y avoir un appauvrissement au niveau des nappes phréatiques. D'accord. Alors Lucille Schmitt, la sécheresse que nous vivons aujourd'hui, en quoi est-elle exceptionnelle et inquiétante? Qu'est-ce qu'elle nous révèle par rapport aux sécheresses qui existent depuis des décennies, voire des siècles? D'abord, je pense que ce qui est important, c'est de la resituer aussi de manière plus globale. C'est-à-dire que, vous le savez, hier a commencé la COP15 sur la question de la désertification. Et on sait que dans la Corne de l'Afrique, aujourd'hui, il y a 20 millions de personnes qui sont menacées, en fait, de mourir de faim, qu'il y a déjà des millions de têtes de bétail qui sont mortes. Et ce qui est en train de se passer résonne aujourd'hui en France avec le sentiment que nous sommes des privilégiés par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde, dans les pays du Sud. Mais ce qui est en train de se passer, c'est une dégradation mondiale, en fait, qui est liée au dérèglement climatique, qui rend, en fait, le climat beaucoup plus irrégulier. C'est ça qui est important à observer, c'est-à-dire qu'on ne peut plus compter sur le fait que l'hiver, il va pleuvoir, des saisons bien définies, etc. Et donc, on est dans une situation où l'incertitude règne. Et par exemple, on peut penser que ça va aller bien, et puis en 2 jours, vous pouvez avoir des précipitations très abondantes, ou vous pouvez avoir une sécheresse qui arrive. Et du coup, ça rend, évidemment, pour les agriculteurs, mais pour l'ensemble de la société, beaucoup plus difficile de gérer l'eau, sachant que les politiques publiques de gestion de l'eau existent de très longue date. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on est habitué à gérer l'eau, mais tout à l'heure, quand j'ai dit qu'il fallait donner une valeur différente à l'eau, on n'est pas habitué à adosser la question de l'incertitude à cette question de la gestion. Joël Limousin, justement, vous êtes éleveur, vous êtes confronté en Vendée, on a vu, c'est un des départements qui est confronté à la sécheresse. Et, comment se passe la situation pour vous et que faites-vous précisément concrètement pour remédier à ce stress hydrique? Si je pars de mon exploitation directement, moi ça fait 20 ans, 25 ans même, que nous avons mis en place un dispositif de retenue collinaire. C'est simple, dans une vallée, c'est l'eau de pluie qui tombe l'hiver, qu'on récupère, et ça nous a permis de stocker à peu près 150 000 m3 en 2 réserves différentes. Depuis 25 ans, je fais cela. Et ça me permet de passer toutes les années sans aucune difficulté. Je préfère le dire aussi clairement. Même ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous avons fait le choix depuis le week-end dernier d'irriguer notre blé avec
des retenues qu'on a remplies cet hiver. J'aimerais bien le diagnostic de l'hydrologue Emma Aziza sur ces réserves, sur ces bassins collinaires. Hein, c'est ça, vous appelez ça comme ça, c'est ça? Oui, retenues oui, collinaires. Retenues collinaires. Est-ce que ça prive d'autres d'eau? C'est ça la question. Est-ce que c'est harmonieux et équitable? Il y a cet argument un peu magique que j'entends très souvent, qui est le fait de dire finalement on va récupérer là où il y a trop d'eau et le conserver pour lorsque l'on n'aura plus d'eau. Et c'est effectivement quelque chose qui semble finalement simple et logique. Alors c'est plus compliqué en réalité parce qu'il y a différentes manières de retenir l'eau. Lorsque l'on retient l'eau dans ce que l'on appelle le réseau hydrographique, c'est-à-dire ce chevelu qui dessine nos cours d'eau, nos rivières et nos fleuves, et qu'on va permettre des petits barrages, des petites retenues collinaires qui vont permettre de conserver ces écoulements, je pense que là, on a une solution effectivement qui permet de soutenir une agriculture ou une irrigation. Par contre, lorsque l'on utilise des solutions qui s'appuient sur le fait d'aller prélever dans les nappes phréatiques, là, ça devient plus problématique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce que votre voisin veut réagir. Voilà, je vais vous expliquer juste pourquoi. Oui. En fait, il faut comprendre comment fonctionne le cycle de l'eau. Sur 100% de pluie qui tombe, d'accord, vous allez avoir directement 65% qui repartent dans l'atmosphère. Vous le voyez bien, quand il y a une grosse pluie, au bout de quelques heures, les sols sont quasiment secs. Donc, une fois que cette eau est repartie dans l'atmosphère, il y en a une partie qui va ruisseler justement dans ce réseau hydrographique, dans nos rivières et dans nos fleuves. Et puis, vous n'en avez que seulement à peu près 9 à 10% maximum qui vont réussir à s'infiltrer. Et ils s'infiltrent à partir du moment où ils sont dans des conditions optimales. C'est-à-dire qu'on a un sol de qualité qui permet de réceptionner cette eau, un sol qui n'est pas anthropisé, urbanisé. Et donc, à partir de là, c'est possible. Mais on voit qu'une nappe, c'est fragile. Et donc, si vous prélevez dans la nappe, vous allez enlever, en fin de compte, un niveau l'hiver que vous ne restituerez pas à la rivière lorsqu'elle en aura besoin. Réaction. Je laisse répondre. Oui. Je réagis parce que nous avons des nappes phréatiques dans le sud Vendée qui sont très réactives lorsqu'il pleut. Elles remontent très très vite, et vous le savez. Il se trouve que plutôt qu'elle déborde pour aller à la mer, on se dit c'est eau, autant la garder et la mettre dans des réserves dites de substitution. C'est de la substitution dans des réserves bâchées qui sont très contestées par certains. N'empêche que ça fait 15 ans que nous avons mis ça en place et ça nous permet de maintenir les niveaux des nappes avec des côtes qu'on a remontées suffisamment hautes pour justement alimenter le marais Poitevin, madame. Et depuis que nous avons fait ces réserves de substitution, c'est à peu près 4,5 millions de mètres cubes qui sont stockés et que nous avons pris en période de haute eau. Et je préfère qu'on parle de haute eau et non pas de période hivernale et de printemps et d'automne, parce que ça a complètement changé. Alors ça, c'est formidable pour la Vendée, mais c'est pas toute la France, la Vendée. Non, non, non. Mais je parle d'un cas. Oui, bien sûr. C'est différent sur la Beauce. Oui, exactement. L'enjeu est territorial. Et il y a autre chose qui est assez frappant dans votre raisonnement, c'est que Emma Aziza, par exemple, parle du sol. Elle explique bien comment le fait d'avoir un sol préservé, pas imperméabilisé, pas artificialisé, est quelque chose d'essentiel par rapport à la question de l'eau. Et je voulais revenir sur une chose très intéressante, c'est que la semaine dernière, l'autorité environnementale a rendu son avis. Et sur un tiers, en fait, des avis de l'autorité environnementale, c'est des questions qui sont relatives à l'eau. Elles sont à la fois relatives à l'eau sur le fait qu'on ne respecte pas aujourd'hui en France les zones humides. Je rappelle que l'aéroport Notre-Dame-des-Landes devait être construit sur une zone humide et que c'était un des enjeux. Voilà. D'où, et puis il y avait d'autres arguments aussi. Mais en tout cas, cette question du non-respect des zones humides est vraiment soulignée par l'autorité environnementale avec l'idée qu'aujourd'hui, on ne sait pas tenir compte, au fond, de la diversité du territoire. C'est-à-dire que peut-être qu'en Vendée, ça va... Des inégalités sur le territoire. Des inégalités, mais aussi de la diversité, de la biodiversité, si je puis dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la politique de l'eau, elle a intégré la question du respect de la biodiversité, alors qu'auparavant, c'était davantage une gestion de la ressource hydraulique ou pour l'agriculture. Aujourd'hui, on l'adosse à la question de la nature et du respect de la nature. Donc ça, c'est essentiel à avoir en tête, parce que, effectivement, vous avez raison, le terme de bassine, en fait, il est réfuté, notamment par les ONG, par les écologistes, parce qu'il apparaît comme un terme strictement mécanique, humanisé, sans tenir compte peut-être de la complexité de ce qu'il faut faire lorsqu'il s'agit de la capillarité, de la question du sol et des inégalités territoriales. Alors, on va y revenir, mais on va s'intéresser à une figure d'écologiste très militant, voire radical, puisqu'on parle de l'eau qui est devenue, dont s'est emparé, enfin ce problème de stress hydrique dont se sont emparés les environnementalistes et les écologistes. On va s'intéresser à Roger Hallam, qui est le cofondateur d'Extinction Rebellion. Voici son portrait par Thibault Nolte. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport.
Mon cher Roger Hallam, j'ai vos radios sous les yeux, c'est rebelle. Vous avez été maraîcher bio pendant 32 ans jusqu'à ce que votre petite exploitation galloise soit détruite par 7 semaines de pluie consécutives. Vous avez tout plaqué, dormi 4 ans dans votre bagnole pour étudier les mouvements radicaux au King's College de Londres et vous êtes devenu écolo-radical vous-même, cofondateur en 2018 d'Extinction Rébellion, le mouvement non violent aux 160 000 adhérents qui prône la désobéissance civile pour tordre le bras des politiques sur le climat. We've come to the point where something drastic has to happen. And nothing is happening, and that means we have to start breaking the law in order to make change happen. Vos recettes militantes sont à base de blocage. À l'aéroport de Londres, avec des drones pour dénoncer son extension, à la Fashion Week, avec des militants en robe de barbelés pour dénoncer les ravages écologiques de la mode, sur un site de Lafarge pour alerter sur l'impact du BTP, au siège français de Nestlé pour dénoncer la marchandisation de l'eau. C'est pas sur Internet ton truc ? Je dénonce l'impact des vidéos Internet. Derrière votre gentille désobéissance civile bio se cache du distilben politique. En 2019, vous expliquez au journal allemand Die Zeit qu'il y a eu de nombreux génocides au cours des 500 dernières années et que la Shoah n'est qu'une connerie de plus dans l'histoire. Vous aviez aussi déclaré à Der Spiegel que quand une société se comporte de manière si immorale, la démocratie n'est plus compétente. Le chef du renseignement britannique vous a accusé de chercher l'effondrement de la démocratie et de l'État. Ouais, bah s'il était aussi bien renseigné que ça, il saurait que le danger, c'est pas moi, c'est les autres! Vous avez même récemment appelé les jeunes à faire tomber les gouvernements du monde entier. Leur action doit être dramatique, épique, scandaleuse, courageuse et illégale. Oh, ce sera glorieux, cela fera de vous des héros et sauvera votre génération de l'enfer. Mon cher Roger, vous êtes le Ken Loach de la sédition écolo? Non, plutôt le Spielberg de la... Bon. Merci Thibault Vincent. Lucille Schmitz, là on voit une écologie radicale qui fait fi de la démocratie, de toute délibération civique pour proposer des solutions extraordinairement tranchées. Qu'est-ce qu'on pourrait proposer d'autre pour s'adapter à la situation telle que vous l'avez décrite tout à l'heure et qui permettrait d'éviter justement ce type de dérive? En regardant votre petit film, je pensais aussi au drame de Sivins, à Rémi Fraisse, etc. C'était aussi sur la question de l'eau. Et on voit bien qu'effectivement, les antagonismes deviennent extrêmement forts, très radicaux. Moi, je pense qu'il y a à imaginer des formes de débat territorialisées là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas discuter en général de la question de l'eau. Peut-être qu'on pourrait l'imaginer sur la politique publique de l'eau, mais la territorialisation, que chacun puisse défendre son point de vue, est-ce que c'est des conférences citoyennes? Je ne sais pas, mais il y a une vraie question sur le fait qu'on partage ensemble la question des usages de l'eau, ce qui est plus important, ce qui est prioritaire. Mais là-dedans, moi j'insiste là-dessus, il faut intégrer la question du sol, de la nature et ne pas se contenter de l'aménagement du territoire également? Également de l'aménagement du territoire, parce que justement, dans l'autorité environnementale, ce qui souligne, c'est qu'ils ont quand même analysé 2 projets d'aéroport cette année. Ils ont analysé toute une série de projets, notamment il y a la question des lignes à grande vitesse, la question de la compensation alors même qu'on va supprimer des zones humides. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que l'aménagement du territoire aujourd'hui en France n'intègre pas cette préoccupation de gestion de l'eau. Il y a d'ailleurs l'inverse de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que non seulement il y a la question de la sécheresse, mais aussi la question de la submersion marine, et on continue à vouloir construire sur des lieux qui vont être submergés par la mer. Emma Aziza? Écoutez, moi je crois qu'il faut regarder dans son ensemble le constat qu'on est en train de faire. Comprendre que depuis 2017, on vit des sécheresses de plus en plus historiques en France. On n'est pas en train de parler ni de l'Australie ni de la Californie. On voit très bien qu'on a un système qui s'accélère. On ne maîtrise absolument pas dans les modèles la complexité du territoire. C'est-à-dire que les effets dominos, on ne les connaît pas. Par contre, ce que l'on peut voir, c'est déjà ces premiers constats, qui sont des paramètres aggravants qui nous permettent de voir quand est-ce qu'on va aller beaucoup plus rapidement dans une situation de crise. Quand vous voyez que 2020, 2018 et 2019 ont été les 3 années les plus chaudes recensées en France, qu'on a eu en 2020 20 mois successifs de records historiques de température. On voit très bien les températures qu'on a encore aujourd'hui en France, qu'on comprend que même 2021, qui a été particulièrement pluvieux, est lié, si vous voulez, à un décrochage à un moment donné de masses d'air froide sur le pôle Nord, qui ont généré ensuite les inondations qu'on a eues sur l'Allemagne et la Belgique. Quand on comprend que cette année, on a démarré par une sécheresse hivernale, quand vous parlez du fait de conserver l'eau liée
l'hiver, faudrait-il encore qu'il y en ait? Cette année, il n'y en a même pas. Je trouve que c'est intéressant, quand on parle du Marais Poitevin, de voir que c'est le premier territoire qui a construit autant de bassines et qui a démarré sa sécheresse beaucoup plus rapidement. Je crois qu'il faut se poser des questions intéressantes parce que c'est pour vous qu'on se les pose. Parce que derrière, c'est ce modèle qu'il va falloir peut-être repenser. Quel modèle, avec des aides, le modèle agricole productiviste, pour employer un mot qui fait bondir. Prélever des dizaines de piscines olympiques dans les nappes phréatiques l'hiver, que vous les laissez à l'air libre dans une bâche PVC, que vous laissez ça finalement soumise à une évaporation intensive et que ça, vous l'utilisez pour un certain nombre d'utilisateurs et que d'autres sont mis à part, on arrive dans le conflit de gestion d'usage de l'eau. C'est quelque chose qu'on connaît dans d'autres pays, on est en train de le découvrir en France. Je crois qu'il faut réfléchir à quelque chose de nouveau. Joël Limousin. Moi, je veux bien qu'on soit tous les problèmes de la terre au niveau des agriculteurs, mais moi, je considère que l'agriculture est d'abord une solution. Et je pense que les modifications de nos façons de produire ont beaucoup bougé. Sur ma propre exploitation, ça fait 10 ans que j'ai arrêté le labour pour justement faire vivre mon sol. Mon sol a changé, bien évidemment. Ça, c'est des adaptations qu'on a pu faire. Mais quand on est pendant des mois et des mois sans pluie, et des périodes avec des fortes pluies, pourquoi, madame, on n'arriverait pas à stocker cette eau lorsqu'elle tombe abondamment? Parce que ce changement climatique, il va bien falloir qu'on trouve des solutions. Et ces solutions, c'est pas à se dire on change les systèmes pour arriver à faire face à la sécheresse. Il faudra bien qu'on trouve de l'eau pour être à disposition à des moments clés. Rien ne nous dit qu'au mois de juin, juillet, qu'on puisse avoir peut-être des excès d'eau. Là, nous sommes une période où les céréales vont vraiment griller pendant les 2 semaines qui viennent. Mais précisément, vous parlez de céréales et puis vous parlez de bovins. Est-ce qu'il faut repenser le modèle? Est-ce qu'il faut cultiver moins de bovins, manger moins de viande, que nous soyons tous impliqués dans des changements systémiques, entre guillemets? Alors, il y a une chose très intéressante. Moi, je voulais rebondir là-dessus, c'est-à-dire qu'on vient de mener à la Fabrique écologique un travail très intéressant sur la question des prairies. Et en fait, quand on parlait d'aménagement du territoire, on voit qu'effectivement, les agriculteurs ont contribué, je ne sais pas si c'est de l'aménagement du territoire au sens politique du terme, mais en tout cas, les prairies, aujourd'hui, sont des lieux de captation du carbone extrêmement importantes. Et tout l'enjeu... Et de biodiversité. Et de biodiversité, le bocage, etc. Et tout l'enjeu, c'est simplement d'avoir moins de vaches dans les prairies. Et on voit qu'il y a déjà, d'ailleurs, une diminution des exploitations d'élevage pour la viande... Non, pour la laitière, parce que c'est plus compliqué, en fait, de vivre. C'est très, très contraignant. Comment est-ce qu'on va conserver les prairies quand il y aura moins de vaches? Ça, c'est, par exemple, une question très concrète que les agriculteurs peuvent commencer à se poser et qui est une question parce que les prairies sont un bien commun pour nous. C'est-à-dire qu'il faut que les citadins réalisent qu'effectivement, grâce aux agriculteurs, grâce à l'aménagement du territoire qui est lié à l'agriculture, on a des captations de puits de carbone. Et il faut poser aussi la question citadine. Je crois que vous l'aviez évoqué, Emma Aziza, c'est-à-dire que l'enjeu d'aménager différemment les villes, de faire en sorte qu'on échappe à la montée des températures qui est liée à nos modalités de construction architecturale, c'est important. Il y a la sécheresse et puis il y a aussi la température. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on vit, c'est important. La question de la température aujourd'hui en France est sans doute un enjeu d'urgence, peut-être encore plus important aujourd'hui que la question... Que les questions de stress hydrique et de sécheresse. Alors, on va parler, on va avancer avec Nadia, on va évoquer l'eau et les centrales nucléaires. Oui, c'est crucial et c'est un sujet qui est très très souvent oublié par les citoyens comme par les politiques publiques d'ailleurs. Mais l'eau, effectivement, c'est absolument indispensable à la production d'énergie en général et donc aux centrales, qu'elles soient nucléaires ou thermiques d'ailleurs. C'est un peu technique et je vais parler sous votre contrôle, mais donc il faut beaucoup d'eau, suffisamment froide et avec un débit suffisamment important pour permettre aux centrales de pratiquer ce qu'on appelle le refroidissement, de faire ce qu'on appelle le refroidissement, également de faire tourner les turbines qui va donc produire de l'électricité. C'est la raison pour laquelle, pour ceux qui se demandent, les centrales sont situées généralement à proximité d'eau, donc de fleuves, de rivières ou encore de littoral. Et évidemment, ces sécheresses dont on parle, ça met en danger la pérennité de ce système. On se souvient par exemple qu'en 2003, pendant la fameuse canicule, 17 réacteurs avaient dû réduire leur production d'électricité ou alors s'arrêter pendant un temps. Plus récemment, c'était en août 2020, la centrale de Chaux, dans les Ardennes, avait été mise à l'arrêt parce que le débit de la Meuse était jugé trop faible, était trop faible pour assurer le refroidissement des 2 réacteurs dont je parlais. Question simple, Emma Aziza, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour la production d'électricité aujourd'hui en France, dont on a besoin, puisqu'on parle bien de souveraineté aujourd'hui énergétique? Alors, effectivement, quand on parle de question d'eau, on parle d'abord d'alimentation et d'agriculture, mais on parle aussi d'énergie, puisque la majeure partie des formes énergétiques ont besoin d'eau. Que ce soit
les centrales hydroélectriques qui ont besoin d'un débit assez suffisant pour permettre de tourner, que ce soit les centrales nucléaires, mais aussi, si on va beaucoup plus loin, que lorsque vous exploitez du charbon ou du pétrole, vous avez besoin d'injecter de l'eau pour le pétrole et de grandes cuves d'eau pour le charbon. Je veux dire une chose, c'est que dans le récent rapport de RTE qui donc prend position, le réseau de transport d'électricité, qui prend position avec des scénarios sur comment est-ce qu'on va, du nombre de réacteurs nucléaires qu'il va falloir construire, ils disent explicitement que compte tenu des épisodes de sécheresse, on ne pourra plus construire les nouveaux réacteurs à proximité des fleuves et qu'il faudra les faire à côté de la mer. Et donc ça, c'est un élément assez intéressant qui est passé inaperçu, alors même que ça pose des sujets, évidemment, pour les riverains. Bon, l'idée, c'est plutôt, comme on dit, de revamper les centrales qui existent déjà. Revamper, ça veut dire quoi, revamper? C'est-à-dire qu'on va les ripoliner pour parler comme non, on va les rendre plus puissantes, on va rajouter des réacteurs, on va les booster. Excusez-moi. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que ça veut dire que, par exemple, le long du Rhône, on ne pourra plus rajouter des réacteurs parce qu'il n'y aura pas assez d'eau pour pouvoir refroidir. C'est la conclusion. Ce soir, c'est le mot de la fin, un débat que nous reprendrons dans les semaines qui viennent. Merci à tous les trois et merci à vous, Monsieur Limousin, d'être venu de votre Vendée qui suffoque un peu. Merci infiniment. Dans un instant, grâce à Xavier Mauduit et Alix Van P, on va évoquer le cauchemar des Afghanes qui continue à cause des talibans et le procès intenté par un sculpteur français à Maurizio Cattelan, star de l'art contemporain mondial. Mais d'abord, Désintox, notre brigade de vérification des Infox ce soir considère la propagande russe et la met sur le grill. 200 secondes pour raser Paris. De nombreux médias français se sont fait l'écho la semaine dernière d'une séquence alarmante diffusée par la télévision russe Rossiya 1 fin avril. Plusieurs invités, députés du Parlement russe et chroniqueurs, y évoquaient la capacité de Moscou de frapper l'Occident avec l'arme nucléaire, insistant sur le missile Sarmat, surnommé Satan II. Selon la présentatrice, ce missile lancé depuis l'enclave russe de Kaliningrad mettrait 106 secondes pour atteindre Berlin, 200 pour détruire Paris et 202 pour toucher Londres. Mais l'évocation de ce missile de l'apocalypse relève surtout de la propagande de la peur voulue par Moscou. Primo, le missile balistique intercontinental Sarmat est encore en développement et pas encore fonctionnel. Deuxio, il n'y a pas de silo permettant de déployer les missiles intercontinentaux à Kaliningrad. Tertio, le chiffre de 200 secondes est erroné, expliquent plusieurs experts à Désintox. Rossiya 1 a semble-t-il benoîtement divisé la distance par la vitesse maximale, sans tenir compte de la trajectoire parabolique d'un missile intercontinental qui rallonge donc la durée du trajet. La menace macabre de ce missile meurtrier, présenté comme une nouveauté, est d'autant plus absurde que la Russie dispose depuis la guerre froide d'un arsenal nucléaire capable depuis longtemps de toucher une capitale européenne avec un tir de missile intercontinental depuis son sol, un sous-marin ou encore un avion. Ce qui déclencherait une immédiate riposte de l'Occident, dont Rossiya 1 se garde bien de parler. Et voilà, c'était Désintox. Et voici le duo de choc, Alix Van P, Xavier Mauduit. Avec vous, on parle de toutes les affaires de l'air liées à l'ère du temps, cher Alix. Et avec vous, c'est la page d'histoire quotidienne. Alors, on va s'intéresser à l'Afghanistan où les talibans qui sont venus au pouvoir en août dernier continuent à martyriser les femmes. Des restrictions, collèges et lycées fermés aux filles. Interdiction de voyager si elles ne sont pas accompagnées par une sorte de mentor, enfin un homme en un mot. Et dorénavant, elles ne peuvent plus sortir si elles ne sont pas voilées intégralement sur la voie publique. Et pourtant, vous voulez nous raconter comment l'identité afghane s'est construite avec des héroïnes émancipées. Oui, des héroïnes, et parmi guerrières, lesquelles il y en a une qui s'est particulièrement illustrée le 27 juillet 1880, près d'un petit village qui s'appelle Maiwand. Ça se trouve à 70 km à l'ouest de Kandahar. Et ce jour-là, les troupes coloniales britanniques décident de mater toute résistance afghane, particulièrement la résistance des Pashtuns. Vous savez, ce peuple qui est installé au sud de l'actuel Afghanistan, au nord. Massoud. Ouais, c'est ça, exactement, Massoud notamment. Et là, c'est simplement la guerre anglo-afghane. Et ça ne se passe pas comme tout le monde s'imaginait que ça allait se passer, notamment les Anglais. On se disait, voilà, quand on regarde sur le papier, les Afghans sont beaucoup plus nombreux, mais ils sont moins bien équipés que les troupes coloniales britanniques avec leurs auxiliaires indiens. Alors, à force d'être repoussés, les Afghans sont à deux doigts d'abandonner le combat, quand soudain surgit une jeune fille qui galvanise les troupes. Elle s'appelle Malala, elle a 19 ans, c'est la fille d'un berger Pashtun, et elle est là, au milieu des combats. Mais vous savez, comme toujours dans l'histoire, il y a des femmes au plus près des batailles, parce que ce sont elles qui viennent nourrir les combattants, qui apportent de l'eau, qui soignent les blessés. En fait, sans femmes, il n'y a pas de victoire. Et Malala brandit un drapeau, alors certains disent que c'est son propre voile, et elle dit aux Afghans, allez, il faut y aller, il faut combattre. Les Afghans
repartent de plus belle. Les Britanniques sont écrasés. Quant à la pauvre Malala, elle est tuée, elle est touchée par une balle sur le champ de bataille. Et c'est devenu une héroïne. Oui, elle est présentée comme telle, comme une héroïne, parce que cette Malala, vous savez, c'est une histoire qui se construit comme une légende, avec plusieurs récits qui se mêlent. Parfois, elle brandit un drapeau, parfois c'est son voile, parfois elle en appelle à Allah, parfois elle en appelle à la patrie. C'est l'intérêt d'ailleurs des légendes, c'est que c'est très modulable, tout le monde se reconnaît. Dans tous les cas, Malala est constitutive de l'identité pachtoune et plus globalement de l'identité afghane. Et d'ailleurs, la militante des droits des femmes, la pakistanaise Malala Yousafzai, explique que son prénom lui a été donné par ses parents en hommage à cette Malala. Elle dit c'est la Jeanne d'Arc des Afghans. Et elle raconte qu'elle a appris cette histoire quand elle était petite à l'école. Et elle précise que de nombreuses écoles afghanes porte le nom de Malala. Malala, une femme qui a su brandir son voile pour sauver tout simplement l'Afghanistan. Et espérons que les écoles ne seront pas débaptisées, n'est-ce pas, Alix? Alors, un dossier explosif dans le monde de l'art contemporain. Un artiste italien, une espèce de frondeur, transgresseur en chef, Maurizio Cattelan, est attaqué par un sculpteur français qui a réalisé plusieurs de ses œuvres. Et ce dernier, donc Daniel Druet, n'est-ce pas, lui reproche d'avoir bâti son succès sur son dos, en quelque sorte. Exactement, oui. Alors, pour replacer un petit peu l'histoire, Maurizio Cattelan est l'une des superstars actuelles de l'art contemporain. Ses œuvres sont à son image, donc très provocatrices, souvent ironiques, comme par exemple ces chevaux encastrés dans un mur, ou encore cette banane dont on a beaucoup parlé, scotchée au mur, une vraie banane, vendue en qualité d'œuvre d'art qui ne plaît pas du tout à Vincent, oui, pour une coquette somme, 114 000 €, la banane. Et parmi les incontournables de Maurizio Cattelan, il y a aussi des statues de cire. Certaines ont été exposées à la Monnaie de Paris en 2016, comme cette représentation du pape Jean-Paul II, touché à terre par une météorite, le visage déformé par la douleur. Et pour cette exposition parisienne, cette œuvre irrévérencieuse était placée en plein centre d'une salle immense, totalement vide. Et cette statue était surplombée d'une autre statue de cire au balcon, un mini Maurizio Cattelan qui jouait du tambour en regardant le public. Très drôle de scène à vivre pour le public. Doublement. Oui. De l'artiste. Eh bien, ces statuettes de cire sont aujourd'hui au cœur donc d'une immense querelle. Alors pourquoi cette querelle juridique? Eh bien parce que ce n'est pas Maurizio Cattelan qui les a façonnées de ses propres mains. C'est ce qu'explique la journaliste Pascale Nivelle dans son enquête qui a été publiée il y a quelques jours dans M, le magazine du Monde. L'artiste italien a en fait imaginé ces sculptures et comme souvent dans l'art contemporain, il les a commandées à un autre homme, un sculpteur français qui s'appelle Daniel Druet. Donc, ce génie des statues de cire a travaillé avec le musée Grévin et il s'est retrouvé à travailler pendant des années avec Maurizio Cattelan. Mais malgré son rôle primordial, son nom apparaît très peu lors des vernissages, des expositions, il apparaît très peu dans la presse. Donc, le sculpteur se sent floué, il se sent un peu humilié. Il finit par attaquer la Monnaie de Paris et attaquer aussi la galerie d'art Perrotin qui vend les œuvres de Maurizio Cattelan dans l'espoir d'être reconnu comme, je cite, auteur exclusif de 9 œuvres sculpturales. Donc on en saura plus ce vendredi au tribunal de grande instance de Paris où un juge aura la lourde tâche de déterminer qui est l'artiste entre l'inventeur et bien, la personne qui l'a confectionné. Et c'est pas la première fois, c'est pas le premier Cattelan. Et bien non, la division du travail, ça existe aussi en art. Oui, depuis la nuit des temps. Donc Léonard de Vinci travaillait évidemment avec ses apprentis, Rembrandt aussi. Mais voilà, ils étaient des génies par ailleurs, on ne l'oublie pas. Encore aujourd'hui, Jeff Koons ou encore l'anglais Damien Hirst travaillent avec une armée de petites mains qui en fait transforment ce qu'ils ont dans la tête en œuvres d'art signées de leur nom, bien sûr. Alors, pas sûr que Maurizio Cattelan soit égratigné dans cette affaire, d'autant que la polémique est un excellent moyen de faire gonfler sa cote. Eh oui, vous avez raison. Merci à tous. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte Chérie, le dessous des cartes présenté par Émilie Aubry. À demain, 20h05. Bonne soirée, tchuss.